Pour lancer mon nouveau projet, j'ai acheté un vieux serveur, une vieille épave, une poubelle dont plus personne ne veut, qui a plus de 10 ans. On voit que le serveur, il a vécu. On voit qu'il a quelques petites rayures, il a été raqué, déraqué. Là, on voit qu'il y a un type qui a posé sa tasse de café avant de le re-raquer, donc il a même servi de repose-tasse. Sauf qu'il y a des serveurs qui sont tellement balèzes que même vieux, ils sont encore vraiment potables. Par exemple, quand on utilise la RAM de précédente génération, de la DDR4 au lieu de la DDR5, et ben les prix sont beaucoup plus petits. Ce qui est cool, c'est que tac, tu peux l'ouvrir sans tournevis, ce qui m'arrange vu que j'en avais pas sous la main. Et on a 8 barrettes de 32 Go de RAM. Et donc, ça nous fait 256 Go de RAM dans notre petit serveur. Et pareil, quand on utilise des processeurs qui sont un peu plus vieux, qui ont des 5, 8 ans, 10 ans, on peut se retrouver à avoir pas mal des bons deals parce que tu as des processeurs qui ont des 8, 12, 16 corps, qui coûtaient à la base des milliers de dollars, mais que maintenant tu peux acheter d'occasion pour quelques dollars, parfois à moins de 10 balles. Regarde ce qu'il y a dedans. Chaque CPU ici, ça coûte, ou du moins ça coûtait à l'époque, c'était autour de 2000 balles. Donc 2000 balles, il y en a deux. Donc t'es déjà à 4000 balles à l'époque de sa sortie. Ensuite, t'as 256 Go de RAM. 256 Go de RAM, si tu regardes, ici je regarde sur un site un peu au hasard, en DDR4, ce que j'ai moi, ça coûte 1000 balles aujourd'hui. Mais à l'époque, laisse tomber, là quand tu regardes ce que ça coûte aujourd'hui la DDR5, on est plutôt dans les 5000. Donc ça c'est juste les CPU et la RAM. Et si tu rajoutes tout le serveur, les alims, les licences, le support, blablabla, on était probablement facilement dans les 10 000 balles pour un serveur comme ça. Alors que moi, combien je l'ai eu, cette épave, ça m'a coûté, tu vois, 700 dollars canadiens. Si tu regardes 700 dollars canadiens, ça fait même pas 500 €, sachant que j'ai payé 100 balles de shipping parce que je l'ai commandé aux US, tu vois. Le seul inconvénient, entre guillemets, c'est que si tu prends le serveur dernière génération équivalent à ça, il va soit consommer pareil, mais être 10 fois plus puissant, soit avoir une puissance similaire et consommer 2 fois, 3 fois moins, quoi. Donc voilà pourquoi c'est un super bon deal, parce que si tu veux l'équivalent en termes de corps et de giga de RAM dans un hébergeur classique, et bah ça va te coûter beaucoup plus cher, même si là faut sortir de l'argent d'un coup. Ça par exemple, si je vais chez Amazon et que je prends un serveur similaire à ça, je vais payer 2 fois le prix du serveur en un mois, tu vois. Donc là le serveur en 15 jours il est rentabilisé. Donc c'est pour ça que c'est potentiellement un très bon deal. Après ici, tac, on a 2 power supply de 800 watts. On en a 2 parce qu'en gros c'est pour la redondance. Non seulement elles sont redondantes, mais elles sont hot swappable, dans le sens où tu peux les enlever. Là t'as vu, j'ai même pas eu besoin d'outils. Genre celle-là elle explose, et bah je peux l'enlever pendant que celle-là continue de fonctionner, que le serveur est toujours allumé, et rebrancher une nouvelle. Et donc sinon bah là tu vois on a notre carte mère avec tout le truc et tout. J'ai déjà 4 ports 1 Go, et il y a un 5e port ici. Là ici tu vas marquer ILO. Et en fait, ça, c'est l'interface de configuration qu'on appelle parfois l'interface de management. Parce qu'en fait, imagine ce serveur-là, il est en production, il est dans un data center. Imagine tu as un problème de réseau. Bah, tu peux pas passer par le réseau pour résoudre le problème. Du coup, tu as comme un autre réseau séparé du réseau de production qui sert juste à gérer le serveur. Donc, c'est-à-dire que par ce câble-là, tu peux tout faire. Tu peux voir l'écran du serveur, tu peux modifier des paramètres du BIOS, tu peux voir la température, etc. Et donc, ça te permet d'avoir un réseau séparé pour ta gestion. On va tourner, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, devant, ça, je peux les tirer, tu vois. Et dedans, à la place, je peux mettre des disques SATA en 2.5 mm. Donc, je peux en mettre 8. Ça me fait quand même pas mal de marge. Jetez un bon coup d'œil au cas où vous voulez me hacker. Voilà. Seulement que moi, je mettrais juste un disque dur pour l'OS au départ. Et puis après, peut-être que si j'ai besoin de plus de stockage. Mais en théorie, pour ce que je veux faire, j'aurai pas besoin de stockage. Et les disques ici, donc aussi pareil, ils sont swappable. Tu peux tac les changer si jamais il y a un problème et tout. Et ici, on a les 7 méga turbo ventilateurs qui font un putain de bruit d'enfer, comme on va probablement le voir tout à l'heure, et qui aspirent l'air de devant et le projettent dans tout le serveur comme ça pour pouvoir tout refroidir d'un coup. Parce que comme tu as vu sur les CPU, il n'y a pas de radiateur direct. Pour que ce soit vraiment une unité, c'est ça qu'on appelle une unité. Parce que dans un rack, tu peux avoir, je sais pas, 64 unités ou quelque chose comme ça. Bah là, dans une unité de ton rack, bah, tu as tout qui est intégré dans un seul étage en gros, quoi. Bon, là les gars, c'est un petit peu la merde. J'ai pété mon serveur. Il marche plus. En disque, j'utilisais des vieux SSD qui traînaient, que j'avais à droite à gauche, tu vois, en SATA. Tu sais, le débit, c'est pas si important que ça. Mais par contre, les I/O, le nombre d'écritures et de lectures qu'on peut faire par seconde, c'est quand même assez important parce que quand je commençais à avoir pas mal de VM dessus dans mes tests, je voyais que parfois créer un fichier, ça prenait du temps, etc. Et je me doutais que c'était peut-être un problème des I/O parce que j'ai qu'un seul disque. Et il se prend toutes les I/O de toutes les VM, donc forcément, ça ralentit le tout, tu vois. Même si le CPU, il est tranquille, même s'il reste là la RAM, certaines opérations, elles étaient un peu lentes. Donc je me suis dit,
je vais prendre un disque plus balèze. C'est quand même une vieille machine, donc t'as pas de NVMe. Je me suis dit, le SATA, quand même, c'est un peu vieux, c'est pas des super perfs. Les disques en SATA, en plus, maintenant, ils sont tellement vieux qu'ils commencent à coûter plus cher que les NVMe. Et en fait, je me suis rappelé que dans le serveur, t'avais plein de ports PCI Express. Ça, c'est un Riser qu'il y a dedans. Et donc, en gros, je me suis dit, bah, je vais acheter un convertisseur PCI Express vers M2 NVMe. Comme ça, je suis pas limité par le SATA. Donc j'ai pris un disque dur qui avait vraiment une bonne pêche en I/O. Et donc je me suis dit, voilà, tranquille, je suis un génie, et j'ai bypassé, je vais utiliser PCI Express, je vais le mettre là, tac, bam, ça va rentrer dans mon serveur comme ça. Sauf que voilà, je démonte mon serveur, j'installe la carte, sauf qu'en fait, le serveur, quand tu l'éteins, il est pas vraiment éteint. Tant qu'il est encore branché, il continue encore à tourner. Et dès que j'ai branché ça, je pense que ça fait une espèce de courbe. D'ailleurs, je vois dans les logs, il y a marqué qu'il y a eu un court-circuit quelque part. Depuis que j'ai fait ça, bah, le serveur il démarre plus. Tu sais, il démarre et puis il reboot en continu. Donc voilà, plus de serveur, les gars. Donc si vous n'avez pas accès au serveur à la sortie de cette vidéo, c'est pour ça. Donc voilà. Là, en fait, toi, j'ai un peu tout démonté. J'ai enlevé une alim parce que j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé de mettre juste une alim. J'ai essayé de swapper les alims. J'ai essayé d'enlever la carte. Ça, c'est une carte Riser qui vient ici. J'ai essayé plusieurs ports PCI Express. J'ai essayé sans le SSD. J'ai essayé sans la carte. J'ai essayé de tout enlever pour voir si c'était ça ou pas. Et je pense que la carte mère est dead, quoi, donc je vais la remplacer, puis on verra. En fait, ce que j'espère surtout, c'est que c'est pas ce truc de merde qui est buggé et qui crame les cartes mères quand tu branches dessus, et que quand je vais recevoir la nouvelle, ça va pas la cramer encore. Je sais pas, on verra. Je vais vous montrer vite fait ce que ça fait. Dès que je rentre la lime, tu vois, là, il va démarrer. Voilà, il fait son boucan. Là, pour l'instant, il est en train d'essayer de booter, d'essayer de voir ce qui se passe, etc. Et tu vois, là, maintenant, il clignote rouge. Et en fait, il boucle comme ça, il essaye de booter, il essaye de booter, il essaye de booter. Sur l'écran, tu vois, il n'y a rien du tout. Donc en fait, le serveur, même s'il est pété, je pense que la partie ILO, l'interface d'administration, qui a une IP différente du serveur en lui-même et qui permet d'avoir des infos sur le serveur. C'est comme un mini serveur qui check le gros serveur, si tu veux. Et donc, tu as cette interface-là. Là, tu vois, ici, ça me dit System Health Critical. Donc ça, déjà, c'est pas très bon. Dans Critical, ici, BIOS Hardware Health. Donc là, il me dit que même le BIOS, c'est pas bon. Donc là, quand je clique dessus, là j'ai des logs, et là ça dit Critical Temperature Threshold Exceeded. Alors que le serveur, je viens de l'allumer, tu vois. Tout est froid, tu vois. Là c'est froid, ça c'est froid, tout est froid, tu vois. Ça c'est tiède, on va dire. Et ça c'est une carte réseau, donc ça devrait pas être le problème, quoi. Et t'as le ventilo qui tourne à balle, comme t'entends. Donc voilà où on en est dans l'aventure du serveur. On attend la nouvelle carte mère. Bon, ça y est, on a le package, on a la carte mère de remplacement de notre serveur qui est toujours dead. On va essayer de le remplacer et voir si on arrive à le réparer. La carte mère, elle m'a coûté 100 balles à peu près. Voilà la bête. On va commencer par enlever l'ancienne et on va remplacer celle-là, on va voir. Donc, on peut enlever la carte mère sans outil, ce qui est grave stylé, mais les CPU, il faut un tournevis, et je sais pas si j'en ai, je pense, j'ai peut-être un plat. J'ai peut-être un plat. Là, j'ai ma carte RAID, et j'aimerais l'enlever et la mettre sur l'autre, et les vis ici, c'est des Torx balèzes, j'ai pas le bon tournevis pour faire ça. Alors, on va l'installer. Elle a l'air vraiment clean, hein. Pas vraiment de signe d'usure ou quoi. Elle devrait fonctionner. Là, il reste juste la ligne à mettre et à voir ce qui se passe. Si ça boot, on va tester si ça boot et après on va rajouter le SSD, etc. Je vais brancher l'écran et je branche la carte mère. Attention, suspense. Je vais voir si ça tourne rouge ici ou pas, si les autres ventilos vont démarrer, parce que pour l'instant, il n'y a que lui qui tourne. Et là, si ça me fait la même que sur l'autre, ça veut dire que potentiellement la carte mère a rien et c'est peut-être un des composants qui va pas, genre la RAM ou le CPU. On n'a toujours pas de rouge ici, donc c'est moins pire, mais c'est pas encore exactement ce qu'on veut. Sachant qu'on n'a rien là à l'écran, c'est pas
très inspirant. Peut-être aussi que j'ai mal vissé les CPU, c'est peut-être ça. Peut-être que j'ai mal mis la RAM, peut-être qu'il y a des slots de RAM qui sont mal mis. Il peut y avoir plein de trucs qui vont mal. Je vais vérifier les connexions, et puis si ça fait rien, faudra que je revienne avec le bon tournevis. On va voir. Peut-être qu'il est juste pas allumé, peut-être que je suis juste con. Parce que là, il est branché, peut-être qu'il faut que j'appuie ici. Oh putain, je suis un trou du cul. Ah, mais pas tant que ça, parce que là, il est rouge. Et là, je pense qu'il refait la même chose que la dernière fois. Il refait exactement la même chose que l'autre. Ce qui est très mauvais signe. Je vais essayer de me connecter sur l'interface d'administration pour voir s'il y a un message différent. On a toujours système critical ici. On va voir qu'est-ce que ça dit. Et j'ai exactement le même problème. Température exceeded 39 fois. Alors que la carte mère, elle est neuve, tu vois. Mais ouais, pourquoi ça dirait que la température est pas bonne? Même sur une nouvelle carte mère. La carte RAID, peut-être qu'elle donne des indications de température. Et que si elle est pas là, le BIOS il considère que c'est critique. Donc il faut que j'enlève l'autre carte, que je la mette là. Et si ça fonctionne, ça veut potentiellement dire que l'ancienne carte mère fonctionne aussi. Et que je l'ai acheté pour rien. Donc on verra. Il faut que de toute façon, je peux pas avancer si j'ai pas le tournevis. Donc on verra la prochaine fois. Un des trucs qui me vénère le plus, c'est tout ce qui est compliqué pour rien. Moi, je donnais beaucoup de cours, de coaching à des étudiants en administration système, Linux, tout ça. Et la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui ralentissent, voire même abandonnent, c'est juste démarrer, la première étape. Et tellement de problèmes qui peuvent arriver avant même de commencer à utiliser l'outil que c'est trop chiant, tu vois, ça met trop de friction et ça te donne envie d'abandonner 10 fois avant même d'avoir commencé. Donc l'idée, ça serait de mettre à disposition de tous ceux qui veulent apprendre un serveur et qui est accessible directement en un clic dans ton navigateur. Rien à installer, rien à configurer, pas de login, pas de mot de passe, pas d'adresse IP, pas de rien du tout. Tout est déjà fait. Et après, ça serait un excellent point de départ pour pouvoir ajouter des tutos, peut-être faire des cours plus compliqués, pour pouvoir commencer à apprendre et même aller plus loin une fois qu'on a les bases bien acquises. Pourquoi je peux me permettre de pouvoir travailler sur coder ça pendant des semaines, des mois, pouvoir acheter des serveurs et vous fournir ça potentiellement gratuitement? C'est grâce à des sponsors comme Castéaï qui me suivent depuis, ça fait des années maintenant que je travaille avec eux. Et là, ça fait particulièrement du sens parce que Castéaï, c'est un outil qui permet d'optimiser tes coûts de cloud, tes coûts de serveur. Quand tu es dans le cloud et que tu utilises Kubernetes, et ça coûte cher. C'est pour ça que là, le serveur, il est dans ma cuisine. C'est parce que si j'utilisais AWS ou OVH ou quoi, ça me coûterait de l'argent tous les mois. Trop. Toi, t'as pas envie d'avoir un serveur dans ta cuisine, mais que dans ton entreprise ou quoi, tu as besoin de serveurs Kubernetes dans le cloud et que tu veux optimiser, tu veux pouvoir récupérer le plus de jus possible de tes serveurs et payer le moins possible, je te recommande d'utiliser Castéaï. Ils ont aussi une nouvelle fonctionnalité secrète qui m'ont dit en avant-première. Je sais pas encore si ça va être sorti au moment où je sors cette vidéo-là. Si tu utilises des LLM, et là les LLM, mon gars aussi, ça coûte. Imagine, tu as une application, elle utilise ChatGPT. En fonction de si tu utilises ChatGPT 4 ou ChatGPT 3.5, il y a une énorme différence de coût. Parfois, il y a certaines requêtes, même beaucoup de requêtes, où t'as pas forcément besoin de la puissance de GPT-4. Et donc, eux, ils ont fait leur propre modèle que tu mets avant ChatGPT, en gros. Ou d'autres modèles, et qui permet de savoir lequel modèle sera le plus approprié pour pouvoir économiser le plus possible. Donc si c'est une requête vite fait, il va l'envoyer vers un plus petit modèle qui sera moins cher. Et si c'est une requête balèze, là, il va l'envoyer vers un gros modèle. Et avec cette fonctionnalité-là, moi je trouve que c'est un truc de fou. C'est vraiment dans la lignée de ce qu'ils font depuis le début. C'est pour moi un no-brainer. C'est que ce truc, tu l'utilises et ça te sauve de l'argent. Si tu veux tester cette nouvelle fonctionnalité ou même toutes les autres fonctions gratuites de Castéaï pour pouvoir diviser par 2 ta facture de cloud, je te laisse un petit lien dans la description et on va enfin découvrir quel est mon nouveau projet secret. Ah là, j'attends ce moment depuis longtemps. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis en train de faire ça. Alors, bon. Ici, on est là, on arrive dans notre super beau dashboard. Je vous expliquerai tout à l'heure comment tout ça fonctionne, qu'est-ce que j'ai choisi, quel stack, nanana. Et là, tu vois tous tes serveurs, etc. Et tu peux en ajouter. Donc là, ici, pour l'instant, c'est des templates, mais j'aimerais que ce soit en fait des tutos que tu peux choisir. Là, je vais apprendre Docker, je vais apprendre Kubernetes, je vais apprendre Ansible. Donc pour l'instant, on a ça. Donc imagine, je veux une single VM. Donc là, on clique sur Create, ça va prendre 10 secondes, ça va créer. Pourquoi? Parce qu'en gros, le problème, c'est que quand tu veux apprendre une technologie, la plupart du temps, tu as 1 milliard de petits problèmes qui peuvent arriver. C'est-à-dire que tu vas apprendre Ansible, il faut au moins 2-3 serveurs.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des VM sur mon ordi? Ah mais j'ai un processeur ARM, ça marche pas. Ou alors, ah mon ordi il a pas assez de RAM, ou alors j'ai pas la virtualisation qui est activée dans mon BIOS. Et en fait, moi ce que je voulais à la base, c'était juste apprendre Ansible. Je m'en bats les couilles de comment débugger, pourquoi est-ce que ma clé marche pas, le port il est pas ouvert, et même on s'en bat les couilles. Ça met tellement de friction que tu as envie d'abandonner 10 fois avant de commencer à taper ta première commande Ansible ou ta première commande Kubernetes. Mais ça c'était avant les gars, ça c'était avant. Parce que maintenant, on veut un serveur, on vient ici sur pepperlab.com. Je ne sais pas si je vais garder le domaine. D'ailleurs, donnez-moi si vous avez des idées de meilleurs noms de domaine. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc là, j'ai créé ma nouvelle machine. Hein. Bon, voilà. Je peux y accéder, voir ce qu'il y a dedans. Normalement, ça devrait vous être familier parce que, en fait, ça nous lance un VS Code. On a notre terminal et on a le tuto à droite. Et là, dans le tuto, sûrement que je mettrai des vidéos, nanana. Mais là où c'est mortel, mon gars, c'est que là, déjà, je suis déjà dans le serveur. Je suis déjà connecté. J'ai pas d'histoire de clé SSH, j'ai pas d'histoire de nom de domaine, j'ai déjà accès à Internet. Ça a l'air con comme ça, mais il y a tout qui marche. La résolution DNS, elle marche, l'Internet, il marche, je suis connecté, j'ai l'accès route, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, j'arrive et je suis mon tutoriel. Mon tutoriel, c'est installer Kubernetes avec K3S et déployer le jeu 2048. Et donc, on arrive et on a le petit tutoriel ici, nous aussi, simplement. Donc, tu sais, quand on suit un tutoriel, il y a un milliard de choses qui peuvent mal aller. Le mec qui fait le tutoriel, il n'est pas sur le même OS que toi, ou alors c'est la version elle est dépassée, ou alors lui il part du principe que tu connais déjà des trucs ou que tu as déjà des trucs installés. Là, non, tout est intégré. Tu peux même pas faire d'erreur de copier-coller parce qu'on a intégré. C'est ça l'innovation chez Cocademy, on a intégré le petit bouton exec. Peut-être on changera le nom, je sais pas, copie ou quoi. Et quand tu fais ça, boum, ça te copie la commande directement dans ton terminal. Et donc là, boum, on est en train d'installer K3S. Là, on a enlevé toute la friction. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de clavier, même si tu es sur un iPad, mon gars, et que tu n'as pas de clavier, et que tu as une connexion Internet éclatée, un processeur éclaté, tu n'as rien, tu peux arriver, suivre le tuto, comprendre, faire chaque étape par étape, faire clic, 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 comprendre ce qui se passe. Et tu es dans une vraie machine. Je fais ma dernière commande, apply mon service, et là, j'ai fini tout mon tuto. Si je clique ici sur mon petit lien, j'ai un 2048. 2048 qui est sur ma machine, tu sais, 25, 23, nanana, sur le port 3080. J'utilise un autre port, hein, pour ceux qui connaissent Kubernetes. Ou si vous ne connaissez pas, mais maintenant vous pouvez apprendre en 2 secondes. Et donc là, j'ai mon jeu 2048 qui fonctionne, tac, tac. Tout à l'heure, je me suis tué pendant 1 heure à essayer de faire un best score. Mais là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'en 30 secondes, j'ai eu accès à une machine, j'ai installer Kubernetes. Kubernetes, on se dit, à la base, même moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, c'est chaud et tout. Installer Kubernetes, ça a l'air compliqué et tout. Là, on a suivi les étapes. Étape 1, 2, 3, 4. Clic, 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 clic. Boum, 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 boum. Et là, j'ai mon application. J'ai choisi 2048 parce que c'est marrant, mais j'aurais pu être un blog, une base de données, n'importe quoi, qui est déployé sur un cluster Kubernetes qui fonctionne, que j'ai fait moi-même en 30 secondes. C'est le speedrun du tutoriel Kubernetes. Pourquoi je suis excité? Parce que je sais que dans l'administration système et dans l'informatique en général, à chaque étape, même s'il y a 5 étapes, il y a 1000 trucs qui peuvent mal aller à chacune des étapes. Si je peux réduire la friction au minimum pour qu'on puisse tac, 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 faire ça et qu'on a en 30 secondes, on a un peu l'effet waouh, on se dit ah putain, Kubernetes, je pensais que c'était un truc de fou. Et en fait c'est juste 3-4 commandes, tu vois. Il suffit de savoir comprendre un petit peu ce qu'on fait. Et on n'est pas dans un bac à sable, un faux truc, c'est une vraie machine. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai suivi le tutoriel et que j'ai commencé un peu à comprendre qu'est-ce que ça fait, et bah je peux commencer à bidouiller, peut-être déployer une autre application, peut-être modifier un petit peu l'application existante, peut-être essayer de changer le port, essayer de voir si j'ai vraiment bien compris. Mais au moins, la friction de départ de qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais trouver une machine, comment est-ce que j'installe un main, c'est fini. C'est de l'histoire ancienne. Voilà pourquoi est-ce que j'ai un putain de machine qui fait un boucan de fou tourne dans mon salon. Voilà pourquoi aussi c'est dans mon salon, parce que mon routeur il est là et je voulais le mettre dans ma cuisine parce que je vous ai un petit peu clickbait, mais parce que dans la cuisine, derrière tu as les prises pour les fours qui sont vraiment balèzes. Donc quand j'aurai plusieurs serveurs, peut-être que j'aurai besoin de cette prise de 120 volts ici. Et que surtout, en plus de ça, quand ça va, là ça va, c'est l'hiver, tu vois, il fait -5. Mais quand ça sera l'été, peut-être que j'aurai besoin de refroidir et donc du coup j'ai la clim qui va être juste en face pour pouvoir bombarder. Si potentiellement j'ai plusieurs serveurs, potentiellement que je les mettrai ici. Donc en attendant d'avoir un câble Ethernet un petit peu plus long, il est là, hein. Voilà, je vous ai clippé légèrement
une histoire de 2,50 m. Mais à la base, c'était bien prévu d'être dans la cuisine. En attendant, il est juste à côté. J'aurais bien aimé vous donner accès directement à la sortie de cette vidéo, à ce nouvel outil. Mais comme vous avez compris, j'ai des petits problèmes de serveur. Donc pour être sûr d'être le premier au courant quand ça sort, je te conseille de t'inscrire à la newsletter que j'ai mis dans la description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.